Bonjour, nous continuons ces bruits sourds de la guerre qui nous inquiètent et parcourent notre quotidien depuis ces derniers mois. Que s'est-il donc passé pour que le président Poutine prenne les armes et risque que la moitié du monde se retourne contre lui? Après l'été, Washington et Londres avaient redoublé d'efforts militaires pour former l'Ukraine en cas d'attaque russe, avec un succès relatif comme nous le voyons jusqu'à présent, et faisaient une tentative déterminée pour ramener irréversiblement l'Ukraine dans le giron occidental. Je parle de l'été dernier, bien entendu. Les deux guerres mondiales ont été proposées comme modèle pour tenter d'expliquer la logique des dilemmes de la guerre d'Ukraine. L'exemple le plus pertinent, cependant, est la guerre de la péninsule, ou guerre d'indépendance en Espagne, où tout rime étonnamment bien. L'invasion de l'Espagne faisait partie de la lutte entre l'Empire napoléonien, la puissance terrestre, et la thalassocratie britannique. Selon les mots de Bonaparte, ce serait un jeu d'enfant. Napoléon, comme Poutine, était trop confiant et avait envoyé une force insuffisante. Après le soulèvement de Dos de Mayo, il a divisé ses forces en plusieurs factions punitives. Le succès de Bailen forcerait initialement l'évacuation de Madrid par les occupants. Des succès antérieurs étonnants avaient insufflé un excès de confiance aux Corses qui étaient ivres de pouvoir. Cela l'a conduit à perdre son sens des réalités et ignorer les conseils de ses proches. Ce qui semble être aussi le sort de l'Ukraine, pourrait-on penser. Les insurgés, soutenus par le Royaume-Uni, je parle de l'Espagne, ennemis acharnés de l'empereur, forcent le retrait des troupes du principal théâtre d'opération pour les déployer en arrière-garde, sapent le moral des occupants et les défient en information et moyens logistiques. Les sièges héroïques de Saragosse et de Gérone, entendez aujourd'hui Mariupol et Kharkiv, ont retenu les envahisseurs, infligé de lourdes pertes et remonté le moral, même si au fin de compte, concernant l'Ukraine, les deux sont tombés. Au final, la phalange napoléonienne s'enlise et s'affaiblit sur tous les fronts. Finalement, la résistance acharnée de l'Espagne a permis à d'autres puissances de se joindre au combat, ce qui ne s'est pas encore produit en Ukraine de peur de déclencher une troisième guerre mondiale. Mais le fait que ces puissances se soient joints à l'Espagne contre Napoléon a bien entendu sauvé la cause espagnole. Si Napoléon avait gagné, il aurait incorporé une partie du territoire espagnol, au moins jusqu'à la ligne de l'Èbre, à la France, supprimant la barrière pyrénéenne et transformant l'Espagne en protectorat militaire. Savez-vous quoi, mes amis? C'est ce que vise certainement Poutine maintenant, et la partition de l'Ukraine est à l'horizon, sans aucun doute. La grande bataille, commencée il y a plusieurs mois, représente une phase essentielle de la politique expansionniste de M. Poutine. Si la Fédération de Russie est vaincue, ce qui me paraît très peu évident, il y a de fortes chances que la nature du conflit s'aggrave et que la guerre se prolonge, ce qui nous rapproche également de l'utilisation des armes nucléaires. Il faut donc souhaiter que Poutine gagne de manière claire et évidente. Si elle gagne, l'armée ukrainienne aura perdu la capacité d'arrêter l'attaque ennemie et le Kremlin cherchera de nouveaux gains territoriaux avant d'arrêter son offensive. On peut le penser. Comme l'empereur français, Poutine n'abandonnera pas facilement et cherchera un résultat qu'il pourra vendre au peuple russe comme une victoire. Moscou ne veut pas que la guerre s'éternise. Le risque d'effondrement interne est réel. L'Union européenne, quant à elle, subit une forte pression et ne peut pas non plus s'offrir le luxe d'une confrontation indéfinie. Confrontation est bien entendu un grand mot quand il s'agit, je dirais simplement entre guillemets, de fournir de l'argent et de l'armement, mais certainement pas des hommes. L'Ukraine, qui a déjà payé un lourd tribut,
résistera tant qu'elle le pourra. D'un autre côté, Washington ne voudra pas que la Russie sorte du conflit toujours en possession de son statut de puissance et n'est pas pressé d'une fin prématurée. D'où certainement les voyages récurrents de certains représentants européens et américains à Kiev pour rencontrer le président Zelensky. Quoi qu'il arrive, cette guerre laissera une traînée de haine et de ressentiment qui façonnera le paysage de la sécurité européenne pour les décennies à venir. Je vous parlais des dangers inhérents à tout cela dans les émissions précédentes. Alors, après la guerre, point d'interrogation. Alors que cette guerre, à l'issue incertaine, se prolonge, la République populaire de Chine, dont nous parlions la dernière fois, et les États-Unis réfléchiront au conflit potentiel qui découle d'attitudes agressives, de malentendus culturels, de griefs historiques et d'incompatibilités idéologiques, ainsi qu'au désir de Pékin de remplacer l'ordre international d'inspiration occidentale avec un autre ordre qui placera la Chine au centre et tiendra mieux compte de ses valeurs et de ses intérêts nationaux, ce que nous pouvons déjà entendre et comprendre à travers ces fameuses BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Une sorte, en tout cas c'est ce qui se fomente, de fonds monétaires alternatifs au FMI. À Taipei, à Taïwan, les inquiétudes concernant une invasion militaire ont fortement augmenté. On l'a vu après la visite de Madame Nancy Pelosi, les agissements de Pékin pour, à travers leurs manœuvres, montrer une réaction probante de colère vis-à-vis de cette visite. Le message de Pékin est clair. Regardez l'Ukraine et les incursions dans la zone de défense aérienne de Taïwan n'ont cessé de s'intensifier. Pour la Chine, l'île a une triple signification. Entendez bien. Identitaire, en renversant l'affront historique qui a morcelé un territoire national. Géopolitique, en raison de sa position contrôlant l'accès à et entre les mers de Chine méridionale et orientale, le détroit de Taïwan, et le Pacifique. Tout cela a quelque chose d'une valeur énorme pour un pays contraint par la géographie. Et enfin, troisième point, économico-technologique en raison de la domination de Taïwan dans la production des semi-conducteurs informatiques et pas seulement informatiques. Ces semi-conducteurs servent bien évidemment au-delà des ordinateurs et des portables aussi aux voitures et dans l'industrie. Pour Washington, le leadership régional et finalement mondial est en jeu car le centre de gravité du monde s'y déplace. Monsieur Kevin Rudd, dans son récent livre La guerre évitable, point d'interrogation, présente le tableau suivant, qui devra être révisé bien sûr en fonction de l'issue de la guerre. Pékin n'est pas encore prêt à engager Washington par la force. Il lui faudra encore quelques années, 5 au plus, pour gagner en résilience économique et financière, se protéger des sanctions économiques imposées par les États-Unis et ses alliés et se doter des capacités militaires nécessaires pour assurer le succès d'une éventuelle prise de Taïwan par la force. Selon l'auteur précité, le président de la République populaire, M. Xi Jinping, prévoit d'être en poste jusqu'au milieu des années 2030. En supposant qu'il soit très prochainement réélu lors du congrès du Parti communiste, le 20e au mois de novembre, il est susceptible d'essayer d'utiliser des moyens militaires pour regagner Taïwan s'il ne peut pas le reprendre par des moyens politiques. Il semble qu'il veuille voir le différend résolu de son vivant et en avoir fait une affaire personnelle, dirais-je. Selon l'ancien Premier ministre australien, cela signifie que pendant quelques années, la situation pourrait s'apaiser, mais d'ici la fin de cette décennie ou le début de la prochaine, le contexte stratégique s'orientera dangereusement vers l'affrontement militaire. Cela doit être évité, car cela conduirait à un conflit catastrophique. Ces pays doivent concevoir un nouveau modèle de coexistence avec des mécanismes d'interaction, ce que l'auteur Rudd appelle la concurrence stratégique gérée
pour créer une combinaison efficace de dissuasion, de détente et de diplomatie. L'un des piliers de cette approche met l'accent sur les défis communs, comme la lutte contre le changement climatique, la propagation des pandémies qui touchent tout le monde. Ceci, en étant abordé de manière collaborative, permettrait peut-être d'apaiser les tensions inhérentes, ce que j'appelle dans chacune de mes émissions les bruits sourds de la guerre. Je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom.